Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au SITREP numéro 59. Nous sommes le 21 mars 2019 et malheureusement comme d'habitude, parce qu'on aimerait bien que ce soit des habitudes qui s'arrêtent très vite, nous allons Nous vous parler saluons. des Palestiniens, de la situation des Palestiniens avec un Oui, événement qui s'est produit très récemment. Alors je vous laisse la parole oui. bien évidemment. Oui, alors d'abord je voudrais saluer les Palestiniens, saluer leur lutte, leur marche. Nous sommes jeudi, d'habitude nous faisons notre site-rep vendredi, mais là aujourd'hui nous sommes jeudi et entre-temps il y a eu en fait de très grosses agressions de l'administration, de l'occupation face à la population. D'abord, des arrestations arbitraires, des violations de domicile, etc. Et ce qui a fait que aussi les jeunes, un jeune palestinien a mené une opération absolument héroïque en poignardant un soldat israélien et il a pris son fusil, il a fusillé les deux autres soldats qui étaient à côté de lui. Donc, en fait, une opération qui montre à quel point la population est d'une part exaspérée et puis cherche à se battre contre cet occupant qui est en fait qui exerce, qui ne répugne absolument aucune Violence. arrestation, violation, y compris même dans les prisons. En fait, ce sont des actes complètement inhumains et complètement annihilants, je peux dire, de l'autre, en fait, de la personnalité ou du Palestinien, et qui ne reconnaît absolument aucun droit, qui continue à exercer des blocus absolument ignobles contre Gaza, contre les autres parties aussi du pays, de la Palestine occupée. Donc voilà, c'est ce jeune de 19 ans qui s'appelle Omar, qui est un héros. En fait, bon, donc tout de suite, les Israéliens, ils ont fait un blocus autour de sa ville, ce qui s'appelle Selfit, hein, la ville Selfit, et enfin pendant quelque temps, il a réussi à se dissimuler. Ils ont après arrêté sa famille, son père, sa mère, sa sœur et toute la famille, et ils ont commencé à sévir et en fin de compte ils l'ont capturé et tué. Ce jeune est devenu un symbole, en fait. Il est un symbole de la lutte contre le sionisme et contre l'occupation israélienne, alors que certains dirigeants se gargarisent de négociations, de discussions. Je voudrais quand même rappeler que de toute façon, depuis que les Palestiniens ont signé les accords d'Oslo, leur vie a empiré 10 000 fois, si ce n'est pas 100 000 fois, plus qu'avant Oslo. Donc l'ennemi israélien, c'est pas du tout il n'y a absolument aucune volonté ni de vie commune, ni de dialogue, ni ils veulent absolument virer l'ensemble des Palestiniens et puis judaïser l'ensemble du territoire, comme ils sont en train de faire d'ailleurs avec la Jérusalem, les destructions de maisons systématiques, les violations de domicile, les tortures dans les prisons, les arrestations de gamins, les enfants sont arrêtés, kidnappés de leur maison, arrêtés et restent en tôle. Donc tout ce que je peux dire, c'est que nous exprimons toute notre solidarité, toute la solidarité, la mienne et celle du peuple syrien, à la lutte juste du peuple palestinien pour recouvrir
recouvrer l'ensemble de ses droits, pas seulement ses droits, mais aussi l'ensemble de ses terres qui sont sous occupation. Parallèlement, d'ailleurs, l'ennemi israélien aussi mène des exactions contre la population du Golan syrien occupé, donc après la tentative d'israélisation par la distribution de cartes d'identité israéliennes à tout le monde, qui ont été brûlées par la population d'ailleurs et rejetées violemment. La campagne aussi pour des élections locales, soi-disant, donc là aussi ça a été refusé par la population. Après, là, ils expulsent la population, ils expulsent les gens, les paysans de leurs terres sous prétexte de vouloir mettre en place des éoliennes plantées dans les terres du Golan, des éoliennes pour la production d'électricité, avec tout ce que cela comporte. On en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, oui, comme danger. Là aussi, ça a été rejeté. Et puis voilà qu'aujourd'hui, Trump et Pompeo qui débarquent Pompeo qui a débarqué à Tel Aviv en fait, et qui déclare que de toute façon il serait d'accord pour l'annexion définitive du Golan. À la demande de Netanyahou, je voudrais rappeler quand même, parce que Netanyahou prétexte de la présence d'une bonne résistance, d'une grande résistance au Golan. Donc, il a peur de cette résistance et du coup, il veut perpétuer en fait sa domination, sachant que toutes les décisions de l'ONU, jusqu'à présent, toutes les décisions de l'ONU reconnaissent le Golan syrien et reconnaissent aussi qu'il faut terminer cette occupation et que le Golan est syrien, restera syrien et il faudra qu'il retourne à la Syrie. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Il faut savoir que les décisions de l'ONU vont dans ce sens et que les déclarations de Trump, comme ça a été le cas pour Jérusalem, sont tout à fait contraires et font fi de la loi internationale, font fi de toutes les décisions de l'ONU qui ont été faites jusqu'à présent au titre de cette partie de la Syrie qui est occupée et qui inévitablement reviendra à la Syrie et sera libérée par la volonté du peuple, par la volonté des habitants du Golan qui continuent à se battre depuis 1967, où le Golan a été occupé, et qui continuent à refuser toute intégration à l'État d'occupation israélien. Oui. Donc voilà, nous saluons aussi donc la lutte du peuple des habitants du Golan et leur réaction, leur soutien aussi à la lutte de la Syrie contre les terroristes. C'est eux aussi qui ont dénoncé la présence, la coopération et la collaboration qui est très étroite entre l'État d'occupation israélien et les terroristes d'Al-Nosra qui étaient sur les frontières du Golan, donc aussi, et ils ont participé clairement de manière ouverte aussi à dénoncer cette collaboration et ce soutien que faisait Israël aux terroristes. D'ailleurs, par là, je rappelle aussi que des stocks d'armes importants ont été trouvés, d'armes israéliennes, ont été trouvés dans les régions du Golan syrien, en fait occupé, dans la région proche du Golan aussi, dans les faubourgs de Dera et les faubourgs de Kenetra. Des armes israéliennes ont été trouvées dans les caches d'armes qui ont été abandonnées par les terroristes, qui ont été défaits donc la fin de l'année dernière.
Donc, ce ne sont que des preuves supplémentaires qui montrent la collaboration et la coopération d'Israël avec les terroristes qui ont sévi en Syrie et que toutes ces bandes terroristes sont pour le bien d'Israël dans la région. Si vous me Voilà. permettez, Essar, avant que vous poursuiviez, j'aimerais avoir exprimé une pensée en particulier de soutien à la population du Yémen, qui est également soumis à d'intenses bombardements saoudiens, hein, qui continue malgré tout, hein, malgré la pseudo-intervention de l'ONU pour faire cesser ça. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse qui est nécessaire. Absolument. Hein, oui, merci beaucoup. Et le Yémen assiégé continue aussi à se battre pour sa souveraineté, alors que tous les pays de la coalition saoudienne aussi, qui continuent à bombarder systématiquement. Et je rappelle quand même que le Yémen est sous blocus aussi. Donc manque dramatiquement de tout, de vivres, de médicaments, d'eau, de tout, et que s'y propagent aussi des graves maladies comme le choléra et puis d'autres maladies qui finissent par disséminer complètement la population. Mais surtout le choléra qui sévit catastrophiquement au Yémen. Voilà. Il y a une situation aussi qui est en train de s'aggraver, qui est, à mon humble avis, le gros du CITREP, c'est cette présence désormais de ce groupe pro-terroriste des casques blancs dans le camp d'Al-Rukban, qui, il faut le rappeler, se trouve dans une zone d'interdiction de présence de l'armée syrienne, alors qu'on est en Syrie, on est à côté d'Al-Temf, avec à Al-Temf, à côté d'Al-Temf, une base militaire américaine qui finalement drive des terroristes qui mettent sous une situation de très grande précarité, de très grande urgence humanitaire. Tout à fait. Un peu plus d'une soixantaine de milliers de réfugiés syriens en Syrie. En fait, je pense qu'à ce stade-là, il est important de rappeler qu'il y a quand même des bases américaines à l'est de l'Euphrate, et puis cette base américaine qui est à Al-Tanf. Que actuellement Trump, vous vous rappelez, il avait dit il y a 2 mois en fait que au début février, c'était que les Américains vont se retirer, que les forces américaines doivent se retirer. Au début, donc très rapidement, et puis après, il y a eu des inquiétudes de la part de leurs alliés, qui sont les troupes de Qassad. En fait, Qassad, c'est le FDS, c'est les forces dites démocratiques, dites syriennes, qu'on qualifie de Kurdes et qui sont rien que ils sont dominés par les Kurdes, mais c'est une partie qui est complètement mitigée et mixte, je peux dire. Il y a des Kurdes, il y a des tribus, il y a de tout. Donc c'est le FDS qui sont à l'est de l'Euphrate. Et puis, donc la deuxième base, elle est à Al-Tanf, c'est ce triangle qui est sur les frontières syriennes, jordaniennes, irakiennes, où est maintenu, où il y a le camp de Rukban aussi complètement dominé par les forces américaines et les terroristes. En fait, il y a un jeu entre les Américains qui prétendent se battre contre Daesh et qui se prétendent lutter contre le terrorisme. En fin de compte, il y a un jeu de rôle avec FDS à l'est de l'Euphrate où Daesh vient rejoindre les rangs de FDS et puis par moment il tire dessus. Par contre, lorsque les Américains
et les forces de la coalition bombardent, ils bombardent ni Daesh ni FDS, qui ne sont, mais par contre, ils bombardent la population civile qui fuit Daesh et qui fuit aussi FDS, qui sont en train de aussi d'un autre côté d'imposer des choses à la population qu'ils ne voudraient pas. Par exemple, ils ont détruit des églises, ils ont détruit des mosquées, ils exigent à tout ils obligent tout le monde, ils obligent les écoliers à pratiquer la langue kurde aussi dans les écoles de cette région. De l'autre côté, alors dans le sud, du côté du camp Al-Rukban, et lorsque les terroristes de Daesh sont en difficulté, les Américains bombardent clairement tout de suite, hein, et ils bombardent l'armée syrienne. Je rappelle lorsque aussi l'armée syrienne était aux alentours de Boukamal, systématiquement aussi, ils étaient confrontés à des bombardements de l'armée américaine. Maintenant, la base Al-Tanf et le Al-Rukban, c'est un camp où il y a à peu près 70 000 personnes qui sont dominées par 7 000 terroristes, 7 000 terroristes d'Al-Nusra et autres. On prétend les aider par qui? Par les casques blancs, qui ne sont rien d'autre qu'Al-Nusra maquillé avec une casquette blanche, hein, et qui sont aussi des terroristes qui ont massacré des gamins, je rappelle, dans le camp de Handarat à Alep. Donc ça, c'est clair aujourd'hui que ce sont ces gens-là qui sont en train aussi de terroriser la population du camp Al-Rukban. L'armée syrienne, en fait, la Syrie, avec l'aide de la Russie, ont annoncé la mise en place, en fait, de passages sécurisés pour que la population civile puisse sortir du camp, ce camp où la situation est vraiment catastrophique, parce que les gens, ils sont sous des tentes en tissu, à tout vent, ouvert à tous les vents. Cette partie Al-Tanf, c'est un désert où il n'y a rien. Ils sont donc en manque d'eau, même du minimum. S'il pleut, ils sont dans la flotte. Il neige, ils sont dans la neige. Et avec des tentes complètement précaires en tissu. Alors, si vous me permettez, donc, ils interdisent à tout le monde. Si vous me permettez, oui, Sarr, je veux juste signaler que dans la description de cette vidéo, on trouvera le lien hypertexte pour voir la vidéo, une vidéo de reportage où on voit les casques blancs faire des choses dans ce camp, hein, avec votre commentaire. Donc ça permet d'avoir des images sur la situation là-bas, quoi. Hein. Mm-hmm. Et la vidéo que je vous ai envoyée, là, elle est générale, en fait, pas seulement sur les casques blancs dans ce camp. D'accord. Et sur la fabrication des informations depuis le début de la guerre en Syrie. Voilà, ça c'est une autre vidéo qui sera également présente dans la description de ce site web. Absolument. Oui. Donc c'est important de voir. On parlait de fabrication de l'information, mais on ne pouvait pas imaginer que c'est à ce point. Donc, je vous conseille vivement de la voir. Elle s'appelle Vito. Absolument. D'accord. Donc, pour en revenir à ce camp de Rukban, donc les casques blancs, les terroristes d'Al-Nusra empêchent la population de sortir et donc de rentrer dans leurs villages qui ont été libérés du terrorisme, donc où la Syrie fait appel sur appel à toute la population, à tous les réfugiés syriens, où qu'ils soient, et qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, dans les pays européens ou dans des camps de réfugiés, ou dans les pays voisins, de revenir en Syrie, et leur promet donc de les aider et à assumer la reprise de la vie dans leurs villages qui ont été libérés des terroristes par l'armée arabe syrienne. Voilà, donc ça c'est aussi un point très important.
Pardon. En fait, il y a quand même une transformation globale, je dirais, de la situation politique. On se dit pourquoi ça se raidit maintenant. Il est clair que les Américains cherchent toujours, on l'avait dit à plusieurs reprises, à ce qu'il n'y ait pas de continuité entre la Syrie et l'Irak. Et entre donc là il faudrait toujours garder une poche de terroristes qui sépare les deux frontières. Ouais. Or actuellement la volonté est beaucoup plus importante pour qu'il y ait justement cette continuité, cette coopération. Ça s'est concrétisé par c'est une réunion importante qui a eu lieu il y a 2 jours, après la visite du président Bachar al-Assad en Iran, où il a été reçu par le grand Mourchid al-Khamenei et a été reçu donc par il a été reçu en grand triomphant, en fait, victorieux, et par le président Rouhani. Donc là, il y a eu une rencontre importante, une réunion importante de travail à Damas, donc du ministre de la Défense iranien, ministre de la Défense irakien et ministre de la Défense syrien. Donc bien entendu avec l'ensemble, quelques personnalités de l'état-major de l'ensemble des 3 pays, où ils ont affirmé la nécessité justement de libérer d'abord l'alliance stratégique entre les 3 pays, elle est importante contre le terrorisme, donc continuer la lutte contre le terrorisme avec une coordination de très haut niveau, qui augmente le niveau de la coordination qui était par le passé, qui était jusqu'à présent, qui était une coordination de renseignement. Avec l'Irak, entre l'Irak, la Syrie et l'Iran, étaient réunis par une coordination logistique et de renseignement, etc., dans la lutte contre le terrorisme. Mais là, c'est une alliance stratégique qui se dessine, sachant que donc l'Irak rejoint cette alliance stratégique entre la Syrie et l'Iran, qui est très importante. La nécessité de lutter contre le terrorisme, la nécessité de lutter ensemble aussi, de se donner la main pour résister au blocus économique qui est imposé par les Américains, aussi bien à l'Iran, à la Syrie et à l'Irak et à tous les pays qui coopèrent avec la Syrie. Donc ça, je rappelle quand même aussi, je ne sais pas si on l'avait dit avant, mais c'est important de le rappeler, qu'il y a eu aussi une autre série de blocages et de sanctions, de blocus en fait, qu'ils appellent sanctions les Américains, qui a été appliquée dès début mars, sur la Syrie, sur des personnalités de la Syrie, de l'Iran, du Hezbollah et puis de l'Irak et de toute compagnie qui participe aux relations économiques avec la Syrie, etc. Mais aussi des sanctions, en fait, dites sanctions. Je dis sanctions entre guillemets parce que ce ne sont pas des sanctions, ce sont des mesures unilatérales complètement, contre la Russie, donc contre tous les alliés de la Syrie. Et ceci, donc dans cette réunion stratégique, si je peux dire, il est question donc de lutter ensemble et de résister ensemble contre ce blocus économique pour le surmonter. Donc, lutte contre le terrorisme, lutte contre le blocus économique, donc aussi lutte pour garder et sauvegarder l'unité du territoire syrien, donc contre toute séparation ou
division de l'ensemble du territoire syrien et pour le retour de l'ensemble des terres syriennes au contrôle du pouvoir légitime syrien qui est le pouvoir actuel. Donc, ce sont des points qui sont très importants. Le ministre de la Défense russe est arrivé aujourd'hui pour les rejoindre. Oui, absolument, Monsieur Shoigu, qui est à Damas, et affirme donc par là même la nécessité aussi, le fait que la Russie soutient totalement aussi la lutte de la Syrie contre le terrorisme jusqu'à ce qu'on arrive à une Syrie complètement exempte de tout terrorisme et de toute occupation étrangère sur le moindre centimètre carré de son territoire, ce qui sous-entend aussi les occupants américains sur Al-Tanf, sur Al-Rukban, etc. Et dans la base qui est à l'est de l'Euphrate. Et puis donc une affirmation aussi dans l'aide, dans le soutien économique contre le blocus et soutien politique en même temps pour que la Syrie retrouve tous ses droits sur tous ses territoires et pour garder la souveraineté de la Syrie. Et, alors Essar, justement... son développement économique, oui, pardon. Alors justement, la Russie avait manifesté son soutien à la Syrie déjà au dernier sommet de Valdai. Hein. Et absolument, tout à fait. Donc ça a été effectivement... ce qui est exprimé aujourd'hui, c'est effectivement toute la ligne politique qui a été exprimée au sommet de Valdai dans le soutien à la Syrie et le soutien pour que la Syrie puisse recouvrir l'ensemble de son territoire. Alors, est-ce que, justement, voilà. Essar, vous avez parlé donc de cette réunion très importante au sommet entre les ministres de la Défense de l'Irak, de l'Iran et de la Syrie, avec désormais la présence du ministre de la Défense russe. Est-ce que cette réunion, qui semble de plus en plus importante, à part le fait, ne serait pas une préparation d'opération militaire qui a besoin d'une certaine confidentialité? Je veux parler par exemple de la préparation de cette offensive finale qui avait été stoppée au mois de septembre, octobre de l'année dernière, sous la menace d'intervention militaire américaine. Et donc cette préparation d'offensive finale dans l'armée syrienne contre le gouvernorat d'Idlib pour le libérer était en attente jusqu'à présent à cause probablement d'une décision et de la position des Russes, d'abord vis-à-vis des Turcs et puis surtout vis-à-vis bien sûr des menaces américaines d'intervention en cas de tentative de libération définitive de ce gouvernorat. Tout à fait, je pense que c'est en fait les différentes réunions montrent effectivement d'abord c'est aussi on tire la sonnette d'alarme, je dirais, par rapport aux Turcs qui s'étaient engagés en fait, dès les accords du 15 septembre 2018, l'accord de Sochi, en fait, où ils s'étaient engagés à désarmer les terroristes à Idlib, enlever les armes lourdes, le recul de 15 à 20 km sur les lignes de confrontation, etc. Tout ça, ça n'a pas été fait. Et la Turquie avait exprimé un certain nombre de difficultés, ont demandé des délais supplémentaires. Or, les délais supplémentaires ont été repoussés 3 fois. Ont été donnés 3 fois, et là ça montre quand même que c'est le holà qui est mis et qu'il faudra y aller ensemble. D'ailleurs, la déclaration hier de Monsieur Lavrov et en fait des affaires étrangères syriennes
Et quand ils disent qu'il y a des pays qui prétendent lutter contre le terrorisme en parole, mais en fait qui luttent contre le terrorisme en parole et qui en réalité sont là à alimenter les terroristes, et comme ça a été le cas à Idlib, on peut penser qu'il s'agit bel et bien de la Turquie et qu'il faudra que ça s'arrête d'un côté. De l'autre côté, on dit les déclarations aussi américaines concernant à la fois le rapport. C'est en fait, le monde ne veut pas voir que les terroristes, ce sont les terroristes qui ont utilisé et continuent à utiliser les armes chimiques et que ce sont les casques blancs qui les utilisent. Et ils ne veulent pas le voir alors qu'ils sont en train d'accuser la Syrie. De là, je peux dire effectivement ce rapport de l'ONU qui a été complètement truffé de malhonnêteté réelle, accusant la Syrie d'avoir utilisé les armes chimiques en Syrie, alors que clairement les rapports de la MIT et des rapports de sources complètement dignes de confiance ont désigné juste les terroristes comme étant les acteurs qui ont utilisé les armes chimiques et les produits chimiques. Donc là aussi, ils ne veulent pas le voir. L'OIAC y est allé aussi de son rapport, qui a c'était chargé... le rapport de l'OIAC et l'ONU. Il y a eu 2 rapports complètement mensongers qui ont été dénoncés comme tels d'ailleurs. Alors, il faut rappeler... Par la délégation syrienne que par la délégation russe à l'ONU et au Conseil des droits de l'homme. Alors, Essar, justement, avant d'aller plus loin, il faut rappeler, pour en revenir à la situation du camp d'Al-Rukban, que la présence des casques blancs est soupçonnée comme étant, je dirais, la préparation d'un autre false flag à l'arme chimique qui serait cette fois utilisé comme d'habitude pour essayer de charger le gouvernement syrien. Et les victimes en seraient malheureusement, encore une fois, les réfugiés syriens du camp d'Al-Rukban. Pas seulement au camp d'Al-Rukban d'ailleurs, parce qu'à Idlib, ils sont en train de s'activer justement aussi pour faire ils ont mis des produits chimiques un peu partout sur toute la ligne de la séparation entre Idlib et les villes à côté. Dans le cas où si l'armée syrienne intervient, ça sera eux qui seraient les victimes des produits chimiques, mais aussi on peut les accuser en même temps, comme ça a été toujours le cas. Ça a été le cas pour Douma. C'était l'armée syrienne qui était la victime et on l'accuse. C'est assez incroyable. Donc, tout ça, tout ça s'est coordonné aussi avec le fait que l'armée syrienne continue donc à avancer dans dans le nettoyage des territoires qui ont été occupés par les terroristes et continue tous les jours à trouver des caches d'armes, des armes de tous les pays occidentaux avec des pays d'Israël. Et des caches aussi de produits chimiques qui sont, par exemple, là dernièrement, on vient de trouver à Tel Bise, dans le gouvernorat de Homs, une quantité d'armes et de munitions et des produits du CIFOR, en fait, qui est un produit qui est... C4, oui. C4, un explosif militaire, de qualité militaire. Oui, du C4, qui est très, très explosif. Bon, tout ceci est très significatif, je peux dire, comme on trouve aussi des caches où il y a des drogues, il y a des quantités de drogues importantes. D'ailleurs, on vous a mis aussi des vidéos qui montrent clairement, en fait, ce qui a été trouvé aujourd'hui, mais on en trouve aussi tous les jours, tous les 2 jours. Et donc tout ça,
Ça montre l'implication de tous ces pays occidentaux de l'OTAN dans le terrorisme dans la région. Alors, vous m'avez signalé la dernière fois, en plus de la découverte des caches d'armes, un démantèlement d'un réseau de trafic d'antiquités volées par les terroristes. Oui, Ce qui prouve qu'ils ne se contentent pas, c'est déjà très grave et préoccupant, oui, d'assassiner, de stocker des armes des pays occidentaux, mais en particulier autour du gouvernorat d'Idleb, les populations civiles syriennes qui essayent d'être protégées par l'armée syrienne sont sujettes à des attaques incessantes de la part des terroristes. Mais ces populations-là soutiennent pleinement, surtout autour d'Idlib donc, l'armée syrienne et son armée et son État, quoi, parce que c'est la seule solution pour eux d'essayer d'échapper à la férocité criminelle de ces terroristes. Tout à fait. Alors, si je peux résumer, en fait, dans cette rencontre des différents responsables de la défense, en fait, Syrie, Iran, Irak, il est question aussi de la libération de la totalité du territoire syrien, donc Idlib, l'est de l'Euphrate, et puis le Al-Tanf aussi, d'un côté. De l'autre côté, ils promettent aussi la réouverture de la frontière entre la Syrie et l'Irak, la frontière d'El Boukamal et Rayem, pour qu'il y ait une remise en circulation de l'ensemble des voies terriennes qui circulent donc depuis l'Iran, en passant par l'Irak jusqu'à la Syrie et le Liban. Et ça, c'est un point très, très important qui déplaît profondément aux Américains. Oui, d'où la présence de la... Excusez-moi de vous interrompre, Essar, mais d'où la présence donc des terroristes à l'est d'Abou Kamal, d'une part, et puis de la le fameux camp militaire US à Al-Tanf, qui vise justement à créer un scellé, à impliquer un scellé sur cette partie de la frontière pour empêcher cette liaison entre Téhéran, Bagdad, Damas et Beyrouth. C'était l'objectif de la présence des Américains dans cette partie de la Syrie, c'est-à-dire d'empêcher les liaisons terrestres de transmission de matériel militaire, évidemment, et puis d'autres choses. Et surtout aussi de produits, de denrées alimentaires, la circulation aussi des marchandises sur le territoire. Ça, c'est aussi un élément très important dans la lutte contre le blocus économique que subissent les trois pays, en fait. Donc, ça permet de résister, en fait, et puis de faire une entité de résistance, de complémentarité des produits. Les uns produisent des choses, les autres produisent d'autres choses, et ça permet de couvrir les besoins de la population. Alors, ça, c'est quelque chose de très important qui a eu lieu, donc, qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Enfin, qui a été décidé aujourd'hui et puis on verra dans les jours à venir. Il y a eu aussi donc le retour de la Syrie, je peux dire, ou le retour des peuples arabes à la Syrie, parce que la Syrie a été invitée, le Parlement syrien a été invité à une réunion interparlementaire arabe qui a été donc organisé en Jordanie, à Amman. Le communiqué final porte effectivement le sceau de la Syrie, qui est très important. C'est d'abord la condamnation de toute normalisation avec l'État d'occupation sioniste. Ceci étant une réponse à cette réunion à Varsovie où les dirigeants des différents pays arabes se sont photographiés, ont été
aux côtés de Netanyahou. Et c'était, je voudrais le rappeler quand même, c'était une réunion qui était prévue contre l'Iran et qui finalement était devenue une réunion de normalisation des pays du Golfe avec l'état d'occupation israélien. Voilà, donc alors là, cette réunion au niveau des parlements arabes, elle est venue en réponse pour condamner toute normalisation et que pas seulement la condamner, est considérée comme une haute trahison. En même temps, tout le monde a été aussi dans le communiqué final, tout le monde est d'accord pour le soutien à la résistance palestinienne, la résistance arabe, donc la résistance libanaise, la résistance syrienne, donc contre et toutes les résistances contre l'occupant, contre les pressions impérialistes. Aussi, une autre initiative qui a eu lieu, donc c'était la délégation des avocats et puis donc des avocats syriens en Tunisie à la réunion de l'ensemble aussi d'un congrès des avocats arabes et puis de l'Union des avocats arabes qui a aussi à nouveau affirmé aussi le soutien à la résistance et puis la condamnation de toute normalisation et reconnaissance de l'état d'occupation, et puis se joindre dans la lutte pour que les peuples arabes recouvrent tous leurs droits et surtout l'ensemble des territoires occupés qui reviennent à la liberté et à la souveraineté nationale. Donc voilà. Ceci, on peut dire, ce sont des marques importantes de la victoire syrienne qui continuent à rayonner cette force autour d'elle au niveau des peuples arabes, donc au niveau du peuple palestinien qui a vraiment repris beaucoup de vigueur, je peux dire, du fait des victoires syriennes et du peuple jordanien, du peuple tunisien, etc. Donc en fait, les peuples reviennent à la Syrie et malgré les pressions américaines sur les États. Donc voilà, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe dans la région, une dynamique des peuples grâce à la victoire syrienne. Donc là, je vais clôturer ce CITREP 59. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour le CITREP 60. Merci, Essar, pour ces nouvelles, ces informations qui nous permettent de garder un œil sur la Syrie, mais pas un œil comme celui que voudrait nous faire équiper, je dirais, la propagande occidentale. Merci Essar, encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans 15 jours pour le 60e CITREP. Merci à vous et merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Bientôt.